Nicolas Thirion, bonjour. Vous êtes professeur en philosophie du droit à l'ULiège et vous êtes également l'auteur d'un pamphlet, on va dire, qui s'appelle Le confinement par les nuls. Alors évidemment, on voit bien la petite référence à cette collection très connue de Pour les nuls. Euh, et on sent tout de suite un peu la provocation. C'est ça aussi que vous vouliez faire avec cet ouvrage? Oui, mon intention n'était pas uniquement de me livrer à une description de ce qui s'est passé depuis maintenant près de 2 ans, mais aussi d'essayer de titiller un peu le lecteur et l'opinion publique sur les différentes dérives que la crise sanitaire a mises au jour. Et c'était effectivement la volonté première de ce livre, c'était un peu de provoquer pour susciter la réflexion et le débat. Alors la provocation, on le sent bien dans le ton de votre écriture. Vous partez du principe en fait que le droit a été le grand perdant de cette pandémie, qu'on est passé par des arrêtés ministériels en arrêtés ministériels, sans passer par un débat au Parlement. Donc pour vous, c'est vraiment ça, c'est le droit a perdu pendant cette crise? Ce qui a perdu surtout, c'est ce que j'appelle l'état de droit démocratique, c'est-à-dire à la fois le fait que dans un état de droit démocratique, les grandes décisions, en général, doivent donner lieu à une délibération publique et transparente devant les représentants de la nation, c'est-à-dire le Parlement, et d'autre part, les pouvoirs constitués doivent agir nécessairement dans le respect de certains principes fondamentaux. Dans l'un et l'autre cas, aussi bien du point de vue de la délibération que du point de vue des principes fondamentaux, l'État belge ne s'est manifestement pas conformé à ses propres principes. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu étrange à imaginer un Premier ministre belge pousser des cris d'orfraie contre les méchants polonais ou les méchants hongrois, alors qu'il s'exonère un peu facilement de sa responsabilité en ce qui concerne ces multiples violations de l'état de droit démocratique. Mais est-ce qu'une urgence comme l'urgence sanitaire qu'on a connue là avec le Covid, finalement, eh bien, il faut aller vite et ça peut justifier un État un peu plus voilà, sécuritaire en tout cas et de bypasser en fait le Parlement parce qu'il faut aller vite. Ça ne se justifie pas pour vous? Et c'est-à-dire que fondamentalement, ça revient à dire en vérité que quand le but est un but noble et digne de respect, n'importe quel moyen doit pouvoir être utilisé. Or, précisément, en démocratie, la fin ne justifie pas nécessairement tous les moyens. Et il faudrait se faire à l'idée que autant l'objectif sanitaire est essentiel, autant le respect des procédures et le respect des principes fondamentaux de l'état de droit démocratique le sont tout autant. Il n'y a pas l'un ou l'autre, mais il devrait y avoir l'un et l'autre. À un moment donné, vous parlez aussi de cette désobéissance, ce droit à la désobéissance éventuellement, et des juges aussi, avec certains qui ont préféré, voilà, enfin, appliquer ce qui avait été décidé par le gouvernement, mais d'autres quand même qui ont été en désobéissance, notamment avec Quentin Dujardin, lorsqu'il n'a pas été condamné finalement pour avoir joué dans une église, donc en respectant les protocoles qui étaient en place pour les cultes. Euh, du coup, cette désobéissance, vous pensez qu'elle aurait dû être plus forte? Je ne sais pas si la désobéissance aurait dû être plus forte. Je pense que le premier problème que je pointe, c'est que les pouvoirs constitués, c'est-à-dire le législatif, l'exécutif et le judiciaire, n'ont pas joué le rôle qu'on aurait pu attendre d'eux. Et en réalité, c'est ça qui est problématique et qui amène à se poser la question de savoir si, à un moment donné, les citoyens, face à l'incurie des pouvoirs constitués, doivent pouvoir, le cas échéant, choisir la voie de la désobéissance. Mais en principe, dans un État comme le nôtre, la désobéissance devrait être la dernière voie, le dernier outil à employer. En principe, le respect et la confiance doivent pouvoir être témoignés à l'égard des institutions. Le problème, c'est que pendant cette période, ces institutions n'ont pas fait grand-chose pour mériter ce respect et cette confiance. Alors, il y en a d'autres qui n'ont pas votre respect visiblement, ce sont les experts et les médias. Vous dites, pour les experts en tout cas, que finalement, ils ont été plutôt eux les dirigeants et qu'ils ont un peu cédé aussi à la tentation de la lumière et de la reconnaissance médiatique. Et par rapport aux médias, vous dites que finalement, tous les médias ont suivi un peu comme un seul homme et ont fait plutôt de la propagande plutôt qu'un vrai travail critique. Euh, est-ce
Est-ce que ça, c'est quelque chose pour vous qui est, en dysfonctionnement du coup, d'un État démocratique, Alors, il y a 2 choses. Le problème que je reproche à certains experts, c'est de mélanger simplement, la science et l'opinion. En réalité, je n'ai rien contre les experts en tant que tels. Le problème que j'ai, c'est lorsque les 2 fonctions, celle d'expert et celle de politique, en viennent à se confondre. C'est-à-dire quand les experts se mettent à décider et que les politiques qui ont la mission constitutionnelle de décider finissent par se cacher derrière les experts pour ne pas prendre la responsabilité des décisions. Donc en réalité, moi, je ne reproche pas la présence des experts, je reproche le mélange des genres qui fait que certains experts se sont mis finalement à décider, ou en tout cas à prétendre contribuer à décider plutôt qu'à conseiller. Et en ce qui concerne les médias, je ne pense pas que je parle de tous les médias, je pense que la plupart des médias, la plupart du temps, encore une fois, au nom de l'urgence et au nom d'une cause supérieure, n'ont peut-être pas joué tout à fait le rôle de chien de garde de la démocratie que on leur assigne en général. Il y a eu effectivement un certain nombre d'articles, un certain nombre de journalistes, un certain nombre de dossiers qui ont été ouverts, mais de manière générale, notamment en ce qui concerne le problème que je pointe plus particulièrement, c'est-à-dire les dérives de l'état de droit démocratique, je ne pense pas que la presse ait été tout à fait en pointe dans la mise en lumière de ces difficultés. Alors il y a quand même un moment donné où on a commencé à parler, justement de ce contrôle démocratique du parlement et de la loi, pandémie. Aujourd'hui, cette loi pandémie a été activée. Pour vous, est-ce que on va dans le bon sens et que ça veut dire du coup qu'on retourne vers un état, de droit démocratique? Alors tout dépend, une fois de plus, comme souvent pour des textes de cette nature, tout dépend de la façon dont il va être appliqué. Donc, on a déclaré la situation d'urgence épidémique il y a quelques jours. En principe, le Parlement a 15 jours pour conforter ou consolider cet état d'urgence épidémiologique, pardon. Et donc, si vous voulez, la question sera de savoir si les parlementaires joueront vraiment leur rôle d'analyse des données épidémiologiques et s'ils joueront vraiment leur rôle de contrôle de l'exécutif. Si c'est le cas, la loi pandémie aura incontestablement été un progrès. Si on continue comme on a commencé depuis le début, la loi pandémie ne sera finalement rien d'autre qu'une sorte de mesure ostentatoirement plus démocratique, mais qui ne l'est pas en réalité. Nicolas Thirion, je rappelle que vous êtes professeur en philosophie du droit à l'ULiège. Merci pour cet entretien.